Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va voir un petit peu comment débugger un script Grimport. Alors, donc là je vous ai fait un petit script pas très compliqué avec des consoles. Vérifiez donc dans paramètres que vous êtes bien ici hein, en mode développeur. Voilà, ça va vous permettre d'afficher tous les boutons dont on va avoir besoin. Et le petit onglet développeur, debugger pardon, que vous voyez là. Alors, donc l'esprit général du débugage, comme vous le savez certainement, c'est de faire des points d'arrêt. Voilà. Donc un point d'arrêt, c'est simple. Ici, je veux par exemple faire un point d'arrêt sur cette ligne. Bah, je vais en face du chiffre 3 et là ici, je vais me mettre un point d'arrêt. Voilà. Ici, vous avez une petite liste déroulante qui va vous permettre ici de jouer avec les différentes options là, du débugger. Donc, si je veux ignorer les points d'arrêt, ici, je vais faire ici comme ça, ignorer les points d'arrêt. Comme vous voyez, ils vont se barrer et ça veut dire que du coup, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Voilà. Bon. Là, je veux pour le moment faire un débugage en me basant du coup sur les points d'arrêt. Alors, pour ça, si je veux débugger du coup ce script-là, il faut bien que j'utilise ce bouton-là. Voilà. Débugger le script. Si j'utilise l'un de ces boutons-là, le script là va être lancé sans le mode debug, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien au niveau des points d'arrêt. En fait, c'est dû au fait que lorsque on lance un script en débugage, il faut qu'il compile d'une manière particulière pour pouvoir être débugable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut utiliser ce bouton et pas cela. Voilà. Quand vous testez ici un script sur une page, on verra ça dans les vidéos d'après, là c'est un petit peu la même chose. Au lieu d'utiliser ce bouton, il faudra utiliser ce bouton-là. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Donc là, je vais lancer le script. Voilà. Et là, vous voyez que donc il met c'est parti et il s'arrête à la ligne 3. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a fait cette partie du code là que je surligne. Voilà, exactement. Donc de là à ici. Vous voyez que du coup il a affiché ici, c'est parti. Par contre, il n'a pas affiché ici cette ligne là. En fait, c'est tout simplement parce que quand un point d'arrêt s'arrête à la ligne 3, comme vous l'avez vu ici, eh bien il s'arrête au début de la ligne. Voilà. Si jamais je veux avancer d'une seule ligne, j'ai la possibilité de le faire grâce à un raccourci qui est F9. Voilà. Où on vous est. Où là, enfin, les raccourcis vous sont rappelés ici. Voilà. Donc si je fais F9, là, je vais descendre d'une ligne. Et là, du coup, je vois étape 1 qui est marqué. Si vous avez besoin des raccourcis, ils vous sont rappelés ici. Hein. Tous les raccourcis clavier utiles pour Grimport développeur sont ici. Voilà. Je peux, en pressant F9, comme ça, descendre de ligne en ligne. Voilà. Et ça va me permettre ensuite, ici, en rentrant dans la boucle for, de voir les itérations les unes après les autres. Voilà. Mais là, vous voyez que j'ai peut-être pas envie de faire toute cette boucle-là, parce que bon, ça m'enquiquine un petit peu d'attendre. Bon, on va dire que là, il y en a certes 10, mais il peut y en avoir 1500. Ce que je peux faire à ce moment-là, si j'ai pas envie de me fatiguer avec ces F9, c'est que ici, je refais un point d'arrêt, parce que je veux aller du coup sur cette ligne-là. Et je vais ici relancer le script, du coup, jusqu'au prochain point d'arrêt. Voilà. Et du coup, là, il est arrivé ici. Et vous voyez qu'il n'a pas fini tout le programme. Il a fait toutes les itérations. Et il s'est arrêté du coup sur cette ligne. Voilà. Et si jamais ici je relibère le programme, eh bien comme il n'y a pas de point d'arrêt, là il est du coup allé jusqu'au bout et il a terminé du coup tout le programme. Voilà. Je peux aussi repasser hop, ici en mode pas à pas. Voilà. Donc le mode pas à pas, c'est vraiment là, on y va ligne par ligne. Voilà. Donc je peux jouer comme ça avec ces différentes options pour ignorer des points d'arrêt, repasser en mode pas à pas et comme ça naviguer dans mon code. Voilà. J'ai aussi la possibilité en cours d'exécution, donc là vous voyez qu'on s'est arrêté ligne 12, de contrôler l'état de certaines variables ou même d'exécuter du code. C'est ce qu'on appelle une exécution in shell. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, par exemple, là, si je veux savoir quelle est la valeur de i, eh bien là, vous voyez, je l'ai sélectionné.
et j'ai fait la combinaison de touches maj ctrl-i que vous retrouvez dans la plupart des EDI. Et là, il m'a affiché du coup la valeur de cette variable-là. Voilà. Vous voyez que si là je vais un peu plus loin et que je reteste, là du coup c'est 2. Voilà. Donc ça me permet comme ça de contrôler l'état des variables. Je peux aussi retrouver ici donc, toutes les variables qui sont disponibles. Et là vous voyez que la variable i elle est là. Et donc là je peux la contrôler. Alors hop, je vais par exemple ici faire, on va dire faire mettre en place une variable. Ma variable égale photo. Voilà. Je vais aussi mettre mon tableau. Pardon. Hop. Et je vais faire aussi allez, hop, une action. Je vais utiliser la fonction Firefox. Donc on verra plus tard, qui permet d'interagir avec Firefox. Okay, voilà. Donc c'est reparti. Hop. Donc ici, si je vais sur ce point d'arrêt là, du coup, et que je évalue ma variable, je vois que c'est auto. Voilà. Là, ici, hop, donc je peux afficher la valeur de mon tableau. Je peux aussi faire, donc, comme je vous ai dit, du code in shell. Alors ça, c'est une forme de code in shell, enfin d'évaluation de code in shell, c'est-à-dire que là, du coup, j'évalue un code, mais qui est très simple, qui est simplement, qui va retourner simplement mon tableau. Voilà. Donc c'est un code qui est très très court. Je peux faire aussi des codes qui sont plus longs. Donc si vous regardez là, il y a marqué c'est parti étape 1. Mettons que j'évalue tout ça. Donc je le sélectionne, je fais ctrl maj i. Et du coup, là vous voyez qu'il a remis c'est parti et étape 1. Voilà. Et à la fin, il m'a réaffiché ça. Bon, c'est vrai que là, c'était déjà affiché, mais si là, je resélectionne tout ça, vous voyez qu'il a évalué ce code-là, et en fait, il retourne toujours la dernière variable. Voilà. Ça fait partie en fait du fonctionnement normal des closures, c'est-à-dire que si là je fais une closure, alors, ma closure, voilà, que je fais comme ça, ma variable 2, 5, et qu'ensuite ici j'écris ma variable, voilà, et bien en fait, hop, ce code là, il est équivalent à un code où il y aurait return ici. Voilà. À la fin, si j'écris juste ma variable comme ça, bah, ça va retourner, la fonction maClosure va retourner ceci. Voilà. Ça va être sa valeur de retour. Et en fait, c'est le pendant de ce comportement, c'est-à-dire qu'en fait, évaluer ce code, c'est évaluer une closure et retourner du coup la dernière variable. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que là, du coup, il m'en a remis une louchette parce qu'il a réévalué du coup ce code. Je peux, par exemple, ici, faire des espèces de petits codes sources qui vont me permettre d'évaluer des variables, mais au travers d'instructions qui ne sont pas dans le code. Donc, par exemple, ici, je peux m'amuser ici à faire un JSON en code, voilà, de mon tableau. Vous voyez que ce JSON en code n'était pas présent dans le code de base. Là, on est en cours d'exécution, c'est-à-dire que là, ici, je suis arrêté à la ligne 7. Voilà. Du coup, ce code-là n'était pas présent initialement dans le code qui a été précompilé quand j'ai cliqué ici. Mais si je le sélectionne et que je fais maj ctrl-i, eh bien, vous voyez que oui, alors ça c'est vrai que c'est l'encodage de JSON. Ouais, donc c'est vrai que c'est peut-être pas très... c'est vrai que ça s'écrit comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas très impressionnant. On va faire un truc, on va dire que... ouais, que ce tableau c'est ça, ma variable. Hop. Voilà. Voilà, là c'est déjà plus du JSON. Donc vous voyez que là en fait ici j'ai encodé du coup,
enfin, et ça a évalué en fonction des différentes variables une fonction que j'ai créée comme ça. Et donc en fait, si par exemple je mets ici cette fonction en commentaire, bah, je vais pouvoir revenir à chaque exécution et me faire mes petits maj ctrl-i comme ça pour pouvoir du coup faire cette évaluation. Voilà. Donc notez bien hein, que il faut, quand j'évalue ce code, que je ne prenne pas du coup le commentaire qui est là, parce que bah, sinon, s'il évaluerait un commentaire, bah, du coup, là, il a juste retourné du coup le script en lui-même, c'est-à-dire la closure. Voilà. Donc c'est une closure qui ne contient absolument aucun code. Donc voilà, c'est pour ça que le comportement a été différent, parce qu'en fait, là j'ai juste évalué un commentaire, et ça n'a pas d'utilité. Voilà. Et là, vous voyez que si jamais je fais ceci, là j'ai donc évalué la ligne 7, et bien là, il m'ouvre du coup Firefox. Il faut attendre un peu, et voilà, là, vous voyez, il est allé sur le site idiotech.com. Voilà. Et si jamais là, je l'arrête, ouais, bon, je vais plutôt aller sur une page, et que je fais F9, et bien là, il est retourné sur la page. Voilà. Parce que ça, c'était un code qui était déjà présent, et du coup, bah, il fallait qu'il évalue quand il passait de la ligne 7 à 8. Voilà. Donc ça, c'est particulièrement pratique quand vous êtes en train de concevoir un code et que par exemple, vous avez besoin, je ne sais pas moi, de corriger une expression régulière ou bien un sélecteur CSS. Par exemple, vous faites un clean select, voilà, quelque part. Hop. Bon, on va dire que là, on est dans script for page. Par exemple, sur ce code, vous avez mis ceci. Vous l'évaluez, vous voyez que ça ne retourne rien. Eh bien, vous pouvez ici le corriger, comme ça, et puis réévaluer cette expression pour voir du coup si ça marche mieux maintenant, si vous avez réussi à corriger votre souci. Voilà.